Bonsoir chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette causerie hebdomadaire de notre chaîne Observactu TV. Et cette fois-ci, nous allons traiter de l'Iran. Nous allons traiter d'un sujet qui s'appelle « Pourquoi Téhéran refuse-t-il de devenir un nouveau Venezuela ?» Alors, ceci fait référence à un article d'un auteur qui s'appelle François Mélan, que certains d'entre vous connaissent bien, Mélan, M-E-Y-L-A-N, qui est un ancien officier de renseignement militaire suisse qui s'appelle « L'Iran ne sera pas le Venezuela ». Il est facile à retrouver en tapant ce titre. L'Iran ne sera pas le Venezuela. Et Abdeljelil m'a demandé de répondre à un certain nombre de questions pour approfondir ce sujet qui est effectivement très important. Alors, je vais le faire avec grand plaisir, tout en vous disant qu'après ça, on va faire une petite pause estivale au mois d'août. Donc, je risque d'être absent, disons, une quinzaine de jours. Donc, vous serez tenus au courant, mais évidemment, nous reprendrons ultérieurement nos causeries pour essayer de démêler un peu le vrai du faux dans toutes ces informations internationales compliquées. Donc, le titre de l'émission sera celui-ci. Pourquoi Téhéran refuse-t-il de devenir un nouveau Venezuela? Et là aussi, Abdeljelil m'a préparé un certain nombre de questions, une dizaine de questions auxquelles je vais essayer de répondre et vous allez voir qu'elles sont tout à fait excellentes. Alors, première question. L'auteur affirme que l'Iran ne sera pas le Venezuela. Au-delà de la formule, que signifie également cette comparaison sur les plans géopolitiques, économiques et stratégiques? Alors d'abord, il faut se rappeler que le Venezuela a été l'objet d'une opération, je dirais, de type James Bond de Trump, qui l'a rendu extrêmement fier d'ailleurs, où il a réussi à enlever le président par un groupe de soldats, pratiquement sans tirer ou très peu, alors que les Russes avaient distribué des comment ça s'appelle, des missiles sol-air personnels à une partie de l'armée dont ils ne sont pas servis. Le Venezuela disposait d'un système dont ils ne sont pas servis. Donc, on sait très bien que cette opération a été montée de toutes pièces avec une partie du gouvernement vénézuélien qui ont été achetés. Je crois qu'on parlait de 150 millions de dollars pour vendre Monsieur Maduro. Alors, il y avait évidemment des tensions comme il y en a assez régulièrement à l'intérieur du gouvernement, mais je dirais que ce pays a montré par ce fait qu'il se roulait quelque part dans la boue en accédant à une demande de Trump et que quelle que soit leur motivation pour se débarrasser de Maduro, et ensuite le fait que Delcy Rodriguez, la nouvelle présidente, avait organisé des manifestations dans les rues de type nationaliste. Il semble qu'ils aient passé un accord avec le gouvernement américain pour reprendre une partie de la production pétrolière du Venezuela et que, à la suite de ça, Trump ait déclaré que les 13 millions, je crois, de dollars qui avaient été tirés sur l'exploitation du Venezuela seraient tout simplement prises, donc volées par les Américains, sans autre forme de procès, et qu'ils ne seraient pas rendus au Venezuela. Donc, on est vraiment dans la piraterie de la pire espèce, et de cela, bien évidemment, non seulement Trump, mais surtout le gouvernement du Venezuela a montré l'étendue de sa corruption et de sa stupidité, puisque
une fois qu'on a fait rentrer, comme on dit, le loup dans la bergerie, il est évident que Trump et ses acolytes et ses associés et les pétroliers américains prendront au Venezuela tout ce qu'ils veulent sans donner aucun accord et sans donner aucun type je dirais, d'équilibre, exactement comme Trump est en train de traiter aujourd'hui la communauté européenne et les pays européens qui acceptent de se mettre, je dirais, de se coucher devant lui. Alors évidemment, l'Iran sur ce plan est tout sauf le Venezuela, puisque l'Iran a fait face, les États-Unis ont frappé l'Iran et l'Iran a frappé, et l'Iran a même frappé tellement bien et avec une telle précision qu'il a endommagé toutes les bases américaines du Golfe, qui ont été petit à petit reculées jusqu'à être reconcentrées en Jordanie, pensant que les Iraniens n'iraient pas frapper la Jordanie. Et les Iraniens ont frappé la Jordanie et ont détruit une bonne partie du matériel et même, semble-t-il, tué un certain nombre de soldats américains. Donc, ce que montre cet échange de tirs, puisque on parle beaucoup des tirs américains dont on voit pas trop l'efficacité, puisqu'ils font face à des armées et des sites de lancement qui sont enterrés pour la plupart, et eux, ils n'ont pas enterré leur base, et ça permet de montrer d'ailleurs que sur le plan strictement militaire, l'Iran est en avance d'une guerre, tout comme l'était le Hamas de Yahya Sinwar, et tout comme également le Hezbollah, c'est-à-dire à une époque où le balistique s'est développé d'une façon tout à fait extraordinaire, plus les drones. Certains pays ont choisi d'utiliser des missiles patriotes qui coûtent plusieurs millions de dollars pièce, et d'autres ont choisi d'enterrer leurs missiles. C'est ce qu'ont fait donc ces pays que j'ai cités, dont l'Iran, et ils ont pris la main dans le conflit. Et je dis à ce titre que le plus intéressant si on veut développer un peu cet aspect, c'est que les Iraniens, comme on l'a remarqué, ont tapé d'abord sur les systèmes THAAD. Les systèmes THAAD, ce sont les radars. Il y a plusieurs systèmes de radars qui détectent les menaces à longue portée, à moyenne portée et à courte portée. Les radars à longue portée sont censés déterminer le moment et l'endroit où sont tirés les missiles ennemis à, je crois, plusieurs milliers, 3 ou 4 000 kilomètres de distance. Ensuite, moyenne portée, courte portée. Mais on se souvient que les Iraniens ont tapé d'abord sur ces systèmes de radar. Ils en ont détruit un qui était, je crois, à Doha, au Qatar, si je me souviens bien. Et ils en ont détruit récemment au Koweït. Et ça, c'est extrêmement dommageable pour les Américains, parce que quand ils n'ont plus la possibilité de détecter le tir à 2 ou 3 000 kilomètres, ils ne voient le missile que lorsqu'il est proche de l'objectif, et ils n'ont pas le temps d'ajuster les tirs ensuite pour le descendre. Alors que s'ils le voient venir 10 minutes à l'avance, par exemple, au lieu de 2-3 minutes, ils ont le temps de préparer tout ça se fait très vite, mais ils ont le temps de préparer les possibilités de le détruire. Donc, c'était effectivement très intelligent, et on constate que, alors que ça, c'était presque la base du fonctionnement de la défense américaine, eh ben, ces systèmes THAAD qui valent plusieurs centaines de millions de dollars, presque, je crois, $1 milliard pièce, ont été détruits avec une certaine facilité par les Iraniens,
Et donc, c'est une faille énorme dans le dispositif américain que les Iraniens ont exploité. Donc, je finis, après cette petite digression, je finis la question. Au-delà de la formule, que signifie cette comparaison sur le plan géopolitique, économique et stratégique? Sur le plan stratégique, on voit bien entendu que l'Iran s'est préparé depuis des dizaines d'années. Donc, l'Iran est un véritable pays qui tient et qui s'organise pour assurer son autonomie stratégique sur les plans géopolitiques et également sur le plan économique, puisqu'on sait que l'Iran est, par exemple, a une industrie qui est très importante, ce qui fait qu'une bonne partie du pétrole qu'ils produisent est utilisé dans leur industrie. Je crois qu'ils produisent 3 ou 4 millions de barils par jour, mais ils en exportent 1 ou 1,5. Le reste est utilisé pour la production, la transformation. Donc ça veut dire que c'est pas uniquement, je dirais, une station pétrolière, comme on le dit des fois des pays du Golfe, mais un pays industriel. Et un autre élément, par exemple, c'est qu'ils sont autosuffisants sur le plan alimentaire à 85%, ce qui est tout à fait extraordinaire compte tenu de la situation de blocus dans laquelle ils sont depuis longtemps. Donc l'Iran et le Venezuela n'ont absolument rien à voir, ni dans leur force de caractère, ni dans leur envie de se défendre, ni dans leur structure économique, ni dans leur volonté géopolitique. Alors, deuxième question. Selon cet article, les interventions américaines poursuivraient également des objectifs liés au contrôle des ressources énergétiques. Dans quelle mesure cette lecture vous paraît-elle pertinente pour comprendre la politique américaine vis-à-vis de l'Iran? Alors, je suis absolument persuadé que cette volonté américaine vis-à-vis de l'Iran est effective, contrôle des ressources énergétiques. Pourquoi? Parce que les États-Unis, et on ne le sait que trop, ce que j'appelle un État lobby, c'est-à-dire, pour moi, il existe plusieurs types d'États. Ce qu'on appelle les États-régions, où ce sont des régions qui se mettent ensemble pour constituer un État. C'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de l'Italie d'une certaine façon, c'est le cas de l'Allemagne. Il existe ce que j'appelle des États-nations, c'est-à-dire les nations qui ont construit des États qui sont plus verticalisés que dans les États-régions. C'est le cas de la France, c'est le cas de la Russie, bien évidemment. Et ce que j'appelle des États-lobbies, où en fait ceux qui sont à la tête de ces États ne sont pas véritablement des chefs d'État, mais des porte-paroles des lobbies qui tiennent le pays. Et l'exemple parfait, c'est les États-Unis. Donc, de temps en temps, on s'aperçoit que c'est l'État qui prime quand on a un chef d'État qui est d'une force de caractère exceptionnelle, comme c'était le cas de Roosevelt, par exemple. Mais très souvent, ces États sont débordés par les lobbies, et ce sont les lobbies qui font la politique du pays. Et on n'arrive pas véritablement à faire la différence entre l'État et les lobbies. Et c'est évidemment ce qui se passe aujourd'hui avec Trump. Donc, cette lecture qui dit que les interventions américaines poursuivaient un objectif susceptible de produire le contrôle des ressources énergétiques, c'est vrai. Par ailleurs, ceci avait aussi un intérêt dans l'esprit américain, c'était d'embêter les Chinois de façon à tenir des ressources qui sont en principe liées à la Chine. C'est le cas avec le Venezuela, c'est le cas avec l'Iran. Ça marche en partie au Venezuela, bien que le pétrole du Venezuela soit beaucoup moins, je veux dire, un pétrole, c'est plus du bitume que du pétrole, donc il ne sert pas dans l'industrie directe de la Chine, mais plutôt, je pense, pour la construction des autoroutes, etc. Mais ça n'en reste pas moins que c'est pour les États-Unis une façon d'embêter les Chinois. Et évidemment, c'était le cas aussi pour l'Iran, même si ça n'a pas marché. Voilà. Troisième question.
l'article évoque une montée des tensions entre l'Iran, les États-Unis, Israël et plusieurs monarchies du Golfe. Sommes-nous entrés dans une nouvelle architecture sécuritaire au Moyen-Orient avec un risque d'escalade durable? Bien, pour moi, la réponse est oui, absolument. Nous sommes entrés dans une nouvelle architecture sécuritaire, mais je dirais que nous sommes plutôt rentrés dans le début de la construction d'une architecture sécuritaire qui commence par la destruction de l'ancienne architecture sécuritaire. C'est ça que ça veut dire. Nous sommes d'abord rentrés dans la période de destruction qui précède, je l'espère et je le pense, une nouvelle architecture sécuritaire. Alors, il reste un grand point d'interrogation par rapport à cette nouvelle architecture sécuritaire, avec un risque d'escalade, bien entendu. C'est que on sait qu'au début du conflit, les États-Unis ont trahi leurs alliés du Golfe puisqu'ils ont déshabillé leur base du Golfe pour protéger Israël. Ça n'a pas marché puisqu'on sait que Israël a été largement bombardé, mais on sait que les pays du Golfe ont été particulièrement mécontents, même si on a constaté que l'Iran s'était bien gardé de frapper les installations pétrolières, sauf dans le cas dans certains cas où l'Iran avait voulu rendre l'appareil lorsque son dépôt de Fars, par exemple, avait été frappé. Dans ce cas-là, ils ont détruit un terminal ou un dépôt plus que le terminal lui-même, qui était le dépôt, je pense, qatari. Donc, sinon, il y a effectivement, de la part des pays du Golfe, une certaine forme de mécontentement, bien entendu, et je pensais pour ma part que ces pays allaient, conserver une prudente réserve, compte tenu du fait que l'Iran ne les détruit pas directement, mais attaque les bases américaines, et qu'ils allaient à terme se rebeller contre la trahison des Américains. C'est malheureusement pas sûr qu'ils prennent ce chemin. Et ce qui m'étonne beaucoup dans cette guerre, c'est que, alors que l'Arabie saoudite et l'Iran ont entamé des travaux de rapprochement extrêmement importants depuis 3 ans sous l'égide des Chinois, on a appris récemment que l'Arabie saoudite avait passé un accord avec les États-Unis pour le nucléaire civil. Et on sait très bien que le nucléaire civil est une base de travail qui permet d'accéder aux technologies qui permettent ensuite le nucléaire militaire. Et donc, si les Saoudiens se collent avec les Américains pour le nucléaire civil, d'abord, ça veut dire qu'ils n'auront jamais accès au nucléaire militaire parce que les Américains leur laisseront aucune des clés de la technologie, comme ils le font sur le F-35, ou quand ils vendent des F-35, ils gardent les clés et les avions ne peuvent pas décoller sans l'accord des Américains. Et ben là, ça sera pareil. Et moi, je pensais qu'ils iraient plutôt passer un accord avec le Pakistan, c'est ce qu'ils avaient fait, ou avec la Russie, ou avec la Chine. Or, s'ils se mettent dans les pattes des Américains, c'est un très mauvais signe qui n'indique pas une volonté d'une prise de pouvoir réel nationaliste de la part de l'Arabie saoudite. Alors, comme on est au milieu du conflit, que c'est pas très clair, est-ce que l'Arabie saoudite signe quelque chose qu'elle n'a pas l'intention de ratifier? Est-ce qu'elle est en train de rouler dans la farine les États-Unis? C'est possible, mais en tout cas, c'est un signe assez négatif. L'autre signe négatif, évidemment, est le fait que, peut-être à cause de ça, les Iraniens aient décidé d'activer les Houthis, que les Houthis aient fermé le détroit de Bab el-Mandeb, qui va provoquer évidemment une perte de souveraineté pétrolière importante pour les Saoudiens, dans la mesure où
le pipeline qui traverse l'Arabie Saoudite leur permettait d'exporter leur pétrole par leur base, leur terminal qui se trouve à côté de Jeddah, donc sur la mer Rouge, et du coup, ils peuvent toujours exporter leur pétrole, mais par contre, ils vont devoir sortir par le canal de Suez et par la Méditerranée et faire tout le tour de l'Afrique pour aller livrer leurs clients asiatiques. Donc, ça va leur poser un gros problème. Je pense que les Iraniens leur ont envoyé la monnaie de leur pièce en leur disant, puisque vous allez fricoter avec l'ennemi américain, vous allez prendre, vous allez en payer le prix, mais tout ça reste, je dirais, quelque chose de réversible, encore une fois, c'est-à-dire que les Iraniens ne frappent pas directement ni les usines de dessalement d'eau saoudiennes, ni les puits de pétrole saoudiens, auquel cas on serait dans un casus belli effectif. Les Iraniens ne veulent pas détruire les monarchies du Golfe, elles veulent se servir de ces monarchies comme d'otages, de façon à ce qu'ils exigent, ils poussent les Américains à négocier. Voilà. Donc on en est là. Quel rôle jouent aujourd'hui les monarchies du Golfe dans cette crise? Peuvent-elles encore conserver une position d'équilibre entre Washington, Pékin et Téhéran, ou devront-elles choisir un camp? Alors, je pense qu'elles vont choisir une position d'équilibre, mais plutôt que il faut considérer comme une position de faiblesse plutôt qu'une position d'équilibre. C'est-à-dire, il aurait été préférable, et ça aurait été à mon avis le moment parfait pour s'affirmer en plein cœur de la crise comme un système autonome, même en excluant les pays, les Émirats arabes unis qui, eux, sont les plus proches d'Israël, mais construire une communauté autonome et dit non, nous refusons de prendre parti, nous ne voulons pas rentrer dans le conflit, nous ne sommes pas pour l'Iran, même si par derrière l'objectif est de se rapprocher de l'Iran, mais nous refusons la méthode américaine consistant à frapper l'Iran et même Israël. Ça aurait été une position forte et qui aurait compté. Or, ils cherchent une position d'équilibre en essayant de négocier avec les uns et avec les autres. Oman, par exemple, qui négocie avec l'Iran, mais semble-t-il qui accueille également les bases américaines. Donc tout ça, c'est plutôt le signe d'une faiblesse congénitale de ces pays, qui d'ailleurs ont tout ce qu'il faut, proximité, pour s'imposer dans le conflit israélo-palestinien ou israélo-libanais, où ils n'ont strictement rien fait, ils n'ont accueilli aucun réfugié, c'est très choquant, c'est véritablement très choquant. Et ce ne sont pas des États à proprement parler, mais des espèces de pays qui ont leur argent aux États-Unis, en Chine, et qui essayent, disons, de trouver un chemin qui leur coûte le moins cher possible dans tous ces intérêts, mais ce n'est pas véritablement une politique d'État dynamique, autonome et fort. Voilà. 5e question. Les Houthis apparaissent désormais comme un acteur régional capable d'influencer le commerce mondial, c'est exact. Quelle importance stratégique revêt aujourd'hui le contrôle de Bab el-Mandeb? Quelles pourraient être les conséquences économiques d'une perturbation durable des routes maritimes? Alors, il y a deux réponses dans cette question, ou plus exactement, il y a une partie de la question qui n'est pas mentionnée, mais à laquelle je vais répondre aussi. D'abord, le contrôle de Bab el-Mandeb, évidemment, a des conséquences économiques d'une perturbation des routes maritimes énormes.
et non seulement parce que c'est l'accès direct à la Méditerranée, quand il est fermé, le tour de l'Afrique fait perdre plusieurs semaines, donc ça pose des problèmes aux stocks stratégiques européens en particulier, mais également, ça fait partie des éléments de ce que j'appelle le bouton nucléaire économique dont disposent les Iraniens avec le détroit d'Ormuz pour obliger un certain nombre de grandes banques, de grands financiers, de milliardaires, de dirigeants du Golfe, etc., tous ceux qui ont peur d'une implosion de la bourse américaine, de façon à forcer Trump à aller négocier et accepter, toute honte bue, les conditions iraniennes qu'il a déjà acceptées, mais comme on l'a vu, sans aucune volonté de respecter sa parole, puisqu'il a fait uniquement pour faire rebaisser le prix du pétrole. Or, le Brent était redescendu à 72, il est remonté à 100, et là, il est entre 90 et 100, mais c'est clair que encore une semaine, on va le retrouver autour de 110. Je vous fiche mon billet que lorsqu'il sera entre 110 et 120, Trump reviendra à la table de négociation en disant c'est des ordures, mais c'est des gens avec lesquels on peut discuter, etc. Et il changera d'avis comme il l'a fait plein de fois. Mais il est indispensable que cette pression économique sur la tête de Trump soit extrêmement forte, et le détroit, la fermeture de Bab el-Mandeb, il rajoute quelque chose dans la mesure où ça désorganise l'Arabie saoudite, qui est le principal producteur de la région. Et il y a aussi un autre élément qui doit rentrer en ligne de compte et que je tiens à expliquer, c'est que comme les Américains ont peur évidemment de devoir de prendre un missile ou un essaim de drone sur leur porte-avions, qui se trouvait au large du sultanat d'Oman, ils ont reculé leur porte-avions et ils l'ont mis derrière ce qu'on appelle Hadramaout, qui est la grande montagne qui se trouve entre le sultanat d'Oman et le Yémen, puisque moi j'avais beaucoup de clients quand je travaillais dans la région qui étaient ce qu'on appelle des Hadramis, c'est-à-dire des Yéménites de l'Hadramaout, et donc les porte-avions et les flottes américaines étaient en partie protégées par le fait qu'elles étaient reculées au-delà de l'île de Socotra vers le Yémen. Si le Yémen rentre dans la guerre, il est évident que, et c'est pour ça que les Américains ne l'ont pas fait jusqu'à présent, le porte-avions américain ne pourra plus rester dans cet endroit-là parce qu'il sera sous le feu des Yéménites. Et on se souvient que précédemment, lorsque les Américains ont frappé le Yémen, les Yéménites ont réussi, semble-t-il, à frapper un bateau américain, et du coup, les Américains ont passé un accord particulier avec les Houthis en leur disant si vous ne nous frappez pas, on ne vous frappe pas. Et ils ont exclu Israël, ce qui en dit long de leur capacité de trahison par rapport à ceux qu'ils considèrent comme leur meilleur allié, ce qui fait que à cette époque, les Houthis ont continué à frapper Israël sans que les Américains n'y voient de problème, mais simplement les Américains et les Houthis ne se sont pas tirés dessus. Mais là, si les Houthis reviennent, ça veut dire que les Américains ne pourront pas rester là et ils sont obligés d'aller beaucoup plus loin, alors peut-être vers le sud, vers la base de Diego Garcia, mais ça veut dire que dans ces conditions, plus ils s'éloignent, par exemple, plus ils envoient leurs avions loin
depuis le Bahreïn, Koweït, Riyad, vers la Jordanie, ou s'ils éloignent leur porte-avions, ça veut dire que la noria de leurs avions est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus longue pour aller bombarder l'Iran. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans des bonnes conditions pour venir attaquer l'Iran. Ce qui les arrange, c'est d'avoir des bases proches, parce qu'ils peuvent faire beaucoup d'allers-retours en peu de temps. S'ils sont loin, c'est une victoire pour l'Iran. Et je pense que c'est une des autres raisons pour lesquelles les Iraniens qui ont mis le temps ont fini par activer les outils, et c'est un élément dans le jeu d'échecs qui est très fort. Donc oui, l'importance stratégique est importante du contrôle de Bab el-Mandeb, mais les conséquences ne sont pas simplement des conséquences économiques, mais aussi des conséquences militaires et évidemment des conséquences politiques aussi, parce que si les Houthis se réactivent la guerre contre l'Arabie Saoudite, ils se trouvent évidemment aux premières loges pour tirer sur les ports et sur les villes et sur éventuellement les dépôts pétroliers. Donc, c'est une menace pour l'Arabie Saoudite et ça veut dire, chers amis saoudiens, faites pas les imbéciles, n'allez pas vous vendre aux Américains, restez sur une prudente réserve en attendant que le conflit soit fini. Et pour ça, c'est évidemment bien joué de la part des Iraniens. Alors, question numéro 6. L'article souligne que les détroits d'Ormuz et Bab el-Mandeb sont deux points névralgiques pour les exportations d'hydrocarbures. Une fermeture ou une forte perturbation de ces passages pourrait-elle provoquer un choc énergétique mondial comparable aux grandes crises pétrolières du passé? La réponse est oui, 1000 fois oui. C'est exactement à ça que ça peut servir, mais je corrigerai simplement en disant que le but n'est pas de provoquer un choc énergétique mondial, mais de provoquer la crainte d'un choc énergétique mondial de façon à pousser Trump et pousser les lobbies qui sont autour de Trump à obliger Trump à aller négocier. C'est ça l'objet de ces fermetures, parce que évidemment, si le krach économique mondial se produit, tout le monde perdra, les Américains, mais aussi les Russes, les Chinois, les Européens n'en parlons pas, l'Iran, les pays du Golfe, tout le monde est perdant. Donc encore une fois, comme j'ai déjà dit, les Iraniens se trouvent dans la banque, ils ont pris le coffre-fort, ils ont vidé le coffre-fort, ils ont mis le pistolet sur la tempe des otages qui s'appellent le Koweït, Bahreïn, Doha, etc., l'Arabie Saoudite, et ils disent, si vous ne me donnez pas la voiture et si vous ne me donnez pas l'avion à l'aéroport, je fais tout péter et je tue les otages en premier. Donc ils sont exactement dans cette situation. Le but n'est pas de tuer les otages, pas plus que lorsque vous avez des voleurs qui sont dans une banque en train de piller la banque. Le but n'est pas de tuer les otages, mais d'obtenir que les autorités qui sont vos ennemis vous donnent ce que vous voulez. C'est exactement ce qu'ils font. Donc, il faut manier la force avec une maestria suffisante pour que votre ennemi ait peur et qu'il sache ce que vous voulez et qu'il fasse ce que vous voulez. C'est exactement ce qu'ils font. Voilà. Donc, ce sont deux points névralgiques pour les exportations d'hydrocarbures. Une fermeture de ces passages pourrait-elle provoquer un choc énergétique mondial comparable aux grandes crises? Oui, bien entendu. Et le but, encore une fois, ce n'est pas de provoquer, mais d'assurer Trump qu'ils n'hésiteront pas à le provoquer si Trump ne va pas jusqu'au bout de ses promesses de négociation. Alors,
Question numéro 7. Donald Trump est présenté comme menant une politique difficile à lire, c'est le moins qu'on puisse dire, éloignée des doctrines traditionnelles de la politique étrangère américaine. Selon vous, existe-t-il une stratégie cohérente derrière les décisions américaines ou assistons-nous davantage à une succession d'initiatives dictées par les circonstances? Alors, je vais dire que c'est un petit peu des deux, en fait. Il existe évidemment une succession d'initiatives dictées par les circonstances, lesquelles initiatives, je veux le préciser, ne veulent pas dire que Trump n'est pas en train de s'enrichir à titre personnel dans ses opérations. Et ça, c'est une certitude, puisque l'on sait aujourd'hui qu'il a donné son accord à un certain nombre de ses amis pour avoir ses tweets où il dit « Ok, je vais frapper » ou « Ok, on va négocier », c'est-à-dire qu'il pousse et qu'il tend à manipuler le marché à la hausse ou à la baisse. Il a donné un accord à un certain nombre d'amis pour avoir ses tweets une milliseconde avant les autres et il vend ça à 100 000 $ le ticket. Donc si, par exemple, il a 1 millier de personnes à qui il a donné cet accord et donc qui ont la possibilité de faire passer un ordre à la vente ou à l'achat 1 milliseconde avant la bourse, ça veut dire que s'il en a 1000 et qu'il vend ça 100 000 $, ça veut dire qu'il a ramassé 100 millions de dollars en fait en vendant sa parole à ses amis et semble-t-il, d'après l'article que j'ai lu à ce sujet, il a le droit de le faire parce qu'il a exploité une faille juridique qui permet ce genre de manipulation. Alors évidemment, ça en dit long sur la vénalité de cet homme, mais il n'est pas le seul. Je dirais que toute la politique américaine est fabriquée à la même enseigne. Et on se souvient que, par exemple, Madame Nancy Pelosi et son mari étaient connus à l'époque pour être des champions du délit d'initié, et il y en a certainement beaucoup d'autres parmi les politiciens américains et les hommes d'affaires. Mais voilà. Donc ça, évidemment, c'est une succession d'initiatives dictées par les circonstances, mais je pense qu'il y a aussi une stratégie cohérente derrière les décisions, et je vais faire la différence entre ce qu'on peut lire sur le plan externe, international, et ce qu'on peut lire sur le plan interne. Sur le plan international, il est évident que Trump se discrédite à grande vitesse. Moi, je me mets à la place de tous les dirigeants du monde qui voient comment fonctionne le président américain qui dit blanc un jour et qui dit noir, non pas le lendemain, mais 2 heures après, comme il a fait mine d'attaquer l'Iran en amenant des troupes, il a recommencé à bombarder et au bout d'une semaine, il fait une déclaration tonitruante et 2 jours après, il dit qu'il cesse les bombardements parce que son chef d'état-major lui a dit qu'il n'avait plus de missiles patriotes et que donc il ne pouvait plus arrêter les tirs iraniens. Il s'arrête de bombarder, on croit qu'il va négocier et il se remet à bombarder et il va se remettre à arrêter de bombarder. Donc c'est totalement incohérent vu de l'extérieur. Par contre, et ça j'insiste là-dessus, sa politique vis-à-vis de ses ennemis à l'intérieur est totalement illisible, donc ils ne peuvent pas savoir comment l'attaquer sur le plan politique parce qu'ils ne savent pas s'il va aller à gauche ou s'il va aller à droite, donc il est très difficile à coincer, et par ailleurs, comme il est dans la surenchère et dans la provocation permanente, on n'entend plus personne parler à part lui. On n'entend plus Rubio, on n'entend plus Vance, on n'entend plus Obama, on n'entend plus Clinton, encore moins. Le seul qui sort du lot et qui a réussi à avoir un discours cohérent et fort
c'est Mamdani. Et aujourd'hui, c'est clair que celui qui ressort dans l'opposition à Trump, c'est Mamdani, c'est le seul. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas certain que cette politique ne soit pas une politique finalement très intelligente sur le plan interne, parce que ça lui permettra d'aborder les élections de mi-mandat en ayant probablement mécontenté beaucoup de ses amis, mais ayant détruit ses ennemis qui n'ont pas la parole et qui aujourd'hui sont incapables de lui répondre. Donc, moi, je ne fais aucun pronostic sur les élections de mi-mandat. Je peux pas dire, je peux certainement dire au vu de son mouvement MAGA qu'il va perdre des plumes, mais d'un autre côté, si il a dévitalisé complètement ses ennemis par cette espèce de politique qui est apparemment erratique, ben je dirais, bien joué Monsieur Trump, dont j'admirerais les capacités de manœuvre politique interne. Au-delà de toute question morale, moi, je me positionne par rapport à ce que je peux considérer comme les éléments qui peuvent permettre à un dirigeant politique de réussir ou de ne pas réussir. Donc, il est possible que son pari réussisse, je n'en sais rien, mais je serai assez prudent. Par contre, ce que je peux dire certainement, c'est que sur le plan international, la perte d'image de l'Amérique est absolue et Trump a accéléré sa perte d'image qui était déjà celle des démocrates précédemment, de Biden, qui était incapable de descendre d'une estrade. Donc, voilà la situation aujourd'hui. Et Trump a accéléré ce discrédit de l'Amérique. Voilà. Donc, existe-t-il une stratégie cohérente derrière les décisions? Oui, électoralement, probablement. Assistons-nous davantage à une succession d'initiatives? Oui, sur le plan international, je le pense, parce que, à mon avis, il n'a pas arbitré entre les pour et les contre, entre les anti-iraniens et les pro-iraniens, entre les pro-paix et les pro-guerre, et aujourd'hui, il joue entre les deux en essayant de voir probablement comment les choses vont se passer et en décidant au dernier moment en fonction de ce qui lui rendra le plus service. Voilà. Mais j'appelle pas ça une politique très sérieuse. Alors, question numéro 8. Cette crise accélère-t-elle l'émergence d'un monde multipolaire où la Chine, la Russie, l'Iran et d'autres puissances contestent ouvertement l'ordre international dominé par les États-Unis? Quelles pourraient être les conséquences pour l'Europe? Alors, il est certain que cette crise accélère l'émergence d'un monde multipolaire où la Chine, l'Iran et la Russie contestent ouvertement l'ordre international dominé par les États-Unis. Ça, c'est certain. Mais je mettrai simplement un petit bémol sur le monde multipolaire. Parce qu'aujourd'hui, mon idée est que la chute des États-Unis est manifeste et extrêmement forte et elle est susceptible de réveiller chez les Chinois, ou en tout cas chez une partie des lobbies chinois, une partie des forces chinoises, est susceptible d'avoir une envie, je dirais, de victoire, d'attaquer, une envie de prendre le pouvoir. Or, c'est assez dangereux, bien évidemment, et il y a certainement d'autres partis dans le même parti chinois qui veulent plutôt un monde multipolaire plutôt qu'un affrontement direct avec les États-Unis. Donc, je corrigerai simplement l'idée du monde multipolaire en disant que oui, ce monde multipolaire est possible si jamais les Chinois agissent comme une puissance très sage, qu'ils ne veulent pas faire peur en montrant trop leur pouvoir à leurs alliés russes, aux Indiens,
aux Indonésiens, à d'autres pays, mais c'est pas certain parce que l'effondrement politique d'un ensemble tel que les États-Unis pourrait développer des appétits de victoire extrêmement brutaux, et ça, c'est toujours possible. Donc, en fait, on ne le sait pas, je ne le souhaite pas, mais c'est possible. Quelles pourraient être les conséquences pour l'Europe? Eh ben, les conséquences pour l'Europe, qui n'est pas partie prenante du processus, elles vont être épouvantables dans tous les cas. Déjà, la guerre d'Ukraine qui sera gagnée par les Russes d'une façon ou d'une autre, soit qu'ils restent à Kramatorsk, soit qu'ils aillent à Odessa, me paraît certaine. Donc les Européens qui se sont complètement mouillés en faveur de l'Ukraine sans aucune prudence et donc ont choisi la surenchère vont véritablement payer les conséquences politiques, médiatiques, militaires, économiques et en particulier économiques, puisque les Américains vont pousser à la surenchère comme ils le font aujourd'hui, mais en obligeant les Européens à payer. Donc les Européens essayent de développer un outil de défense, mais qui servira à rien, puisqu'il sera maîtrisé de toute façon par les États-Unis, par le renseignement et par le nucléaire américain. Ils vont payer le résultat de la crise iranienne qui de toute façon se produira. Ils vont payer sur le plan politique puisqu'ils n'apportent aucune solution de paix et je dirais même qu'ils se sont discrédités d'une façon totale dans la mesure où ils se présentaient depuis toujours comme le continent, je dirais, de la paix et des droits des peuples. Or, ils ont complètement abandonné cette notion de droit des peuples que je défends pour ma part de toutes mes forces en tant que gaulliste. Et donc, la certitude que l'Europe va payer extrêmement cher le résultat de cette période. Et c'est très malheureux, à mon avis. Ensuite, 9e et dernière question. Si cette confrontation devait se prolonger, si cette confrontation devait se prolonger, quels sont selon vous les scénarios les plus probables dans les prochains mois? Peut-on encore espérer une désescalade diplomatique ou le risque d'un conflit régional plus large demeure-t-il élevé? Alors, je pense pour ma part que, et j'espère qu'on aura une certaine forme de désescalade diplomatique, non pas parce que les Américains le souhaiteront, mais parce qu'ils seront obligés de le faire, parce que les lobbies américains les plus puissants, qui sont les lobbies financiers, les obligeront à le faire lorsque toutes les options américaines dans cette affaire auront été utilisées sans effet. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les lobbies anti-iraniens sont encore suffisamment forts pour que Trump fasse de la surenchère de bombardement alors qu'il sait parfaitement que ça ne sert à rien et que tous les jours qui passent font que son dispositif est de plus en plus appauvri et détruit dans tout le Moyen-Orient et aux yeux de tout le monde. Donc, c'est véritablement un effet très mauvais et très délétère. Donc, je pense qu'il y aura au bout du compte, et ça c'est un peu mon esprit peut-être optimiste, une désescalade diplomatique. Alors, où le risque d'un conflit régional plus large demeure-t-il élevé? Je ne pense pas. Il existe une possibilité qu'un conflit régional demeure élevé, mais je ne pense pas que ça sortira d'un cadre plus large, parce que malgré tout, je pense que les pays du Golfe n'ont pas du tout envie d'y aller. Les autres pays, que ce soit la Turquie ou d'autres, n'ont pas du tout envie d'y aller. Israël est quand même sur la touche aujourd'hui et Bibi a des chances de se faire renverser. Donc, je ne vois pas comment il peut y aller de toute façon tout seul sans les Américains.
Donc, je pense qu'on va avoir une certaine forme de désescalade à un moment donné, mais sous quelle forme? Ce qui trompe un peu, et je vais terminer avec ça, c'est que, en général, lorsqu'on va vers la paix, on a tendance à penser que les deux partisans décident à un moment donné d'aller vers la paix et de négocier. Or, c'est pas ça qui se passe. Il y en a un qui impose la paix, c'est l'Iran, et c'est la Russie par ailleurs, et un qui se fait imposer la paix, c'est les États-Unis dans le cas de l'Iran, et c'est l'Europe et les États-Unis dans une certaine mesure dans le cas de la Russie. Pourquoi? Parce que, et je le rappelle, et c'est très important de le comprendre, on n'est pas dans un conflit classique, mais dans un conflit nord-sud, qui est une guerre de décolonisation d'un certain nombre de pays du Sud qui ne veulent plus être sous la coupe des Américains. Ça, c'est très important de le comprendre. Ils ne veulent plus être sur la coupe des Américains, donc ils tiendront leur position. J'en ai la certitude parce que pour eux, ce sont des guerres de libération. Et d'un autre côté, évidemment, la puissance dominante ne veut pas. Et en fait, ce qu'on appellera la paix sera en fin de compte une capitulation des États-Unis vis-à-vis de l'Iran et de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Voilà ce que je pense. Donc, voilà ce que on peut appeler une désescalade diplomatique qui sera en fait l'habillage d'une capitulation, et ça se terminera comme ça, comme toutes les guerres décoloniales, et tout ce que l'on voit sur la différence technologique, diplomatique, stratégique entre la pensée, l'organisation des leaders du Sud que sont la Russie, la Chine et l'Iran par rapport à la faiblesse stratégique incroyable des États-Unis et de l'Europe, à mon avis, ça ne fait aucun doute. Est-ce que ça sera très rapide? J'en sais rien. Je ne sais pas combien de temps les Américains pourront tenir en n'ayant plus d'armes défensives. Ça me paraît impossible, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore vraiment craqué, donc on va voir la suite. En tout cas, je suis raisonnablement optimiste, surtout si Israël, de son côté, a été mis sur la touche et n'a pas la capacité véritablement d'initiative. Donc voilà, chers amis, je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous reverrai dans quelques semaines, le temps de prendre un petit peu de repos. Je suis très heureux de faire ces différentes causeries avec vous. J'apprécie beaucoup les commentaires qui sont faits. Je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Au revoir.